Arrête, voleur. Les mots claquèrent, comme un fouet sur le trottoir de pierre polie, assez fort pour faire tourner les têtes et figer Malik Carter sur place. Son cœur se serra. La voix appartenait à Edward Langley, un homme dont le costume sur mesure et le regard acéré respiraient le pouvoir, l'argent et une vie que Malik pouvait à peine imaginer. Quelques minutes plus tôt, Malik errait près de l'entrée d'un restaurant chic, les yeux affamés scrutant le sol à la recherche de quelques pièces ou de restes oubliés. C'est alors qu'il le vit, un portefeuille en cuir noir, brillant sous le soleil de l'après-midi, posé à quelques centimètres de la porte. Il le ramassa doucement ses doigts, effleurant la surface lisse, imaginant la vie où un portefeuille n'était jamais vide. Mais avant qu'il ne puisse dire un mot, la porte du restaurant s'ouvrit brusquement. Édouard sortit, aperçut le portefeuille dans les mains de Malik et lança son accusation. En un instant, Malik n'était plus un garçon qui avait trouvé un objet, il était devenu un suspect, une cible. Ce malentendu allait se propager bien au-delà de ce trottoir. Dans une ville où les pauvres sont invisibles jusqu'à ce qu'on les accuse, les prochains pas de Malik pourraient signifier tomber dans un système qui dévore les garçons comme lui, ou découvrir une force qu'il ignorait posséder. Malik Carter n'avait jamais été étranger à la perte. À 10 ans, le monde qu'il connaissait s'était éteint dans un crissement de pneus et un fracas de verre, un conducteur ivre emportant ses 2 parents en une seule nuit. Le système de placement devint sa nouvelle réalité, le baladant de maison en maison, chaque déménagement lui arrachant un peu plus de confiance. À 16 ans, il connaissait les règles tacites de la rue, garder la tête baissée, ne pas attirer l'attention, et ne jamais attendre de justice. Il portait ses affaires dans un vieux sac à dos, dormait sous les ponts, quand les refuges débordaient, et survivait avec ce qu'il trouvait. Mais même dans cette vie dure, sa gentillesse restait tenace. Un jour, il donna son dernier morceau de pain à une petite fille en pleurs dans un parc lui disant qu'il avait meilleur goût comme ça. La ville le voyait comme une ombre parmi tant d'autres, et Malik s'y était résigné jusqu'à aujourd'hui. Cette accusation ne concernait pas seulement un portefeuille, elle portait sur les préjugés qui collaient à sa peau, à ses vêtements et à son absence d'adresse. Debout sur ce trottoir, sa voix tremblait, mais ne se brisait pas. « Je l'ai juste trouvé, balbutia-t-il, les yeux fixés sur Edward. Je n'ai rien volé. » Pour une fois, il refusait de se taire. Au moment où les mots d'Edward Langley résonnèrent, les rouages invisibles de la ville se mirent en marche contre Malik. En quelques minutes, une voiture de police se gara sur le trottoir. 2 agents en descendirent, l'un prenant des notes, l'autre gardant une main près de sa ceinture. Le cœur de Malik battait à tout rompre, alors qu'une foule se formait, les téléphones levés, comme des juges silencieux. Les mains en l'air, ordonna un agent. Malik obéit, ses poignets maigres tremblants, tandis que les menottes froides lui entaillaient la peau. Le portefeuille fut mis sous scellé, comme dans une série policière. Ils l'emmenèrent au poste où l'odeur de javel et de café rassis l'accueillit comme une gifle. Derrière le bureau, l'agent Carlan Nguyen, regard perçant, geste mesuré, semblait connaître Edward. Ses questions étaient sèches, son ton penchait vers l'incrédulité. « Où étais-tu avant d'avoir trouvé ce portefeuille ?» demanda-t-elle, tapotant son stylo. « Je marchais. Je l'ai vu par terre. » Elle ne nota pas cette réponse. Edward se tenait derrière elle, les bras croisés. « Ne perdez pas de temps, agent. Les gamins comme lui ne changent pas. Assurez-vous qu'ils comprennent la leçon. » Le déséquilibre était absurde, un adolescent sans abri face à la parole d'un milliardaire. Malik avala difficilement sa salive, mais ne baissa pas les yeux. Edward se pencha voix basse et tranchante. « Tu vas le payer. » Ces mots ressemblaient moins à une menace qu'à un verdict. La cellule était petite 3 pas d'un mur à l'autre, la peinture s'écaillant en lambeaux fatigués, l'air chargé de l'odeur de béton humide. Malik était assis sur le banc métallique, les bras serrés autour de lui, l'écho des mots d'Edward résonnant encore dans sa tête. Il s'attendait à voir au moins un visage ami de la rue, quelqu'un prêt à témoigner pour lui. Mais les rumeurs circulaient vite et la peur plus vite encore. Les rares amis qu'il avait ne se montraient pas. Il savait qu'il ne fallait pas se mêler d'une affaire marquée par l'empreinte d'un milliardaire. Le soir venu, les journaux locaux reprirent l'histoire. Un jeune voleur prit la main dans le sac devant un restaurant de luxe. Une photo floue de Malik menotté s'afficha à l'écran, le titre rendant un verdict avant tout procès. L'agent Carlan Nguyen passa devant sa cellule, un classeur à la main. « Ta déposition n'est pas là, dit-elle sèchement.
Peut-être que tu n'en as jamais faite. Je vous l'ai dit, j'ai trouvé ce portefeuille, répondit Malik, la voix tendue. Elle haussa les épaules. Je ne peux pas t'aider si ce n'est pas dans le dossier. Plus tard, une ombre apparut à la porte. La voix de l'homme était basse, son ton chargé de menaces. Laisse tomber, gamin. Ne rends pas ça pire. Parfois se taire est la seule façon de survivre. Le message était clair, arrêter de se battre ou disparaître. Malik s'allongea contre le mur glacé fixant le plafond fissuré son isolement, se refermant sur lui comme un nœud coulant. Le lendemain matin, Malik fut réveillé par le bruit des bottes résonnant dans le couloir. L'agent Nguyen glissa un journal plié à travers les barreaux, sans un mot. En première page, jeune récidiviste pris sur le fait la patience de la ville s'épuise. Sous le titre, son visage éclairé par le flash brutal d'une photo d'arrestation prise des mois plus tôt lorsqu'on l'avait confondu avec un autre garçon lors d'une série de vols à l'étalage. Les charges avaient été abandonnées, mais ce détail n'apparaissait nulle part. L'article le décrivait comme un voleur en série, un prédateur des rues. La source, un proche de M. Edward Langley. L'estomac de Malik se noua. Il ne suffisait pas à Edward de l'accuser désormais, l'histoire était entièrement réécrite. Les preuves de son innocence semblaient disparaître du jour au lendemain, la liste des témoins se réduisait. Sa déclaration enregistrée restait introuvable et les caméras de surveillance du coin de rue étaient par hasard en maintenance, au moment des faits. Dans l'après-midi, les gardiens évitaient son regard murmurant à propos des fauteurs de troubles. Malik resta assis sur le banc, les genoux contre la poitrine, l'humiliation brûlant plus fort que la faim. La cellule semblait plus étroite que jamais. Pour la première fois, une pensée s'insinua, peut-être qu'ils avaient raison. Peut-être que la justice n'était pas faite pour des gens comme lui. Et dans ce silence glacé, l'espoir de Malik se réduisit à un fil prêt à se rompre. Tard dans la nuit, la porte de la cellule de Malik s'ouvrit avec fracas. Ce n'était pas l'agent Nguyen. C'était une femme d'une quarantaine d'années, les cheveux bruns tirés en chignon, un badge de restaurant accroché à son chemisier. « Je suis Sofia Delgado, dit-elle doucement. Je gère l'endroit où tout ça s'est passé. » Malik se redressa méfiant. « Vous êtes venu me dire que j'ai volé vous aussi ?» Elle secoua la tête. « Non. Je suis venu parce que quelque chose cloche. Nous avons des caméras de surveillance et j'ai revu les images. » Sa voix portait une conviction calme. « Tu n'as pas volé ce portefeuille. Tu l'as ramassé. » Le lendemain matin, Sophia se tenait devant Edward Langley dans son bureau au mur de verre. « Vous devez voir ça, dit-elle en posant un ordinateur portable sur le bureau. » La vidéo montrait Malik se pencher pour ramasser le portefeuille, jetant un regard vers la porte comme pour chercher son propriétaire. Pas de geste furtif, pas de poche dissimulée. La mâchoire d'Edward se crispa. « Ça ne ressemble pas à un vol. »« Ce n'en est pas un, répondit simplement Sophia. La nouvelle circula vite. Les réseaux sociaux s'embrasèrent, avec la vidéo des inconnus débattant dans les commentaires dénonçant la précipitation à juger. La pression monta. Dans l'après-midi, l'agent Nguyen ouvrit la cellule de Malik. « Les charges sont abandonnées, dit-elle sèchement. Edward apparut derrière elle presque humain, sans son habituelle froideur. « J'ai peut-être eu tort, admit-il. Ce n'était pas une accolade, mais une fissure dans le mur entre eux. Pour la première fois depuis des jours, Malik respira l'air libre. C'était une petite victoire, mais le combat n'était pas terminé. Le lendemain matin, la vidéo était devenue virale. Ce n'était pas seulement la netteté des images, c'était l'expression de Malik figée dans un instant, où il regardait vers la porte du restaurant, le portefeuille à la main, l'incertitude dans les yeux. Les gens voyaient plus qu'un garçon aux vêtements usés. Ils voyaient un moment de vérité brute et indéniable. Edward Langley, assis dans son bureau, faisait défiler article après article. Les titres changeaient, l'accusation du milliardaire démenti, un adolescent sans abri blanchi. Les commentaires étaient impitoyables à son égard, questionnant la rapidité avec laquelle il avait jugé. Les réseaux sociaux se remplirent d'autres histoires. Un étudiant raconta avoir été accusé de vol de téléphone qu'il venait de trouver. Un père se souvint que son fils avait été arrêté pour comportement suspect dans le mauvais quartier. Le schéma était trop évident pour être ignoré, la pauvreté et la couleur de peau dictant les soupçons avant les faits. Sofia Delgado fit une déclaration à une chaîne locale. Ce n'est pas une question de charité, c'est une question de vérité. Ce garçon n'a rien volé. Le soir, Edward demanda à rencontrer Malik, pas dans une cellule, pas sous la suspicion. Ils s'assirent dans l'arrière-salle calme du restaurant. « J'ai vu les images, dit Edward d'une voix posée.
Tu disais la vérité depuis le début. Malik hocha la tête, le regard ferme. Oui. Pour la première fois, Edward le vit non comme un gamin de la rue, mais comme une personne. Edward Langley fit plus que s'excuser, il fit une proposition. Je ne peux pas changer ce que j'ai fait, dit-il à Malik, mais je peux changer ce qui va se passer maintenant. Viens vivre chez moi. Termine l'école. Tu mérites une vraie chance. Malik hésita. La vie lui avait appris que la générosité s'accompagnait souvent de conditions, mais le hochement de tête de Sophia, chaleureux et rassurant, l'encouragea à accepter. Quelques semaines plus tard, Malik vivait dans une chambre d'amis plus grande que tout espace qu'il ait jamais appelé chez lui. Un lit avec des draps propres, 3 repas par jour, un bureau où il pouvait faire ses devoirs sans craindre la pluie. Pourtant, les cicatrices ne s'effaçaient pas si vite. Le bruit des menottes se refermant le réveillait encore en sursaut la nuit. Ses amis de la rue ne lui donnaient plus de nouvelles, peut-être effrayés par l'homme chez qui il vivait désormais. Et il gardait au fond de lui le poids de savoir que sans Sophia, la vérité aurait pu mourir dans le silence. La justice avait été rendue, mais seulement en partie. La blessure était refermée, mais la douleur restait rappel que retrouver sa dignité n'efface pas le prix de sa perte. Malik commença à imaginer une autre mission, aider d'autres, comme lui, avant qu'ils ne deviennent des gros titres. Discrètement, sans discours ni caméra, il commença à préparer son plan. Les répercussions ne s'arrêtèrent pas à la libération de Malik. La vidéo devint un outil pédagogique dans les centres communautaires déclenchant des discussions sur les préjugés, l'équité et le danger des jugements hâtifs. Un groupe de défense lança une pétition réclamant une formation obligatoire sur les biais pour la police et les agents de sécurité privés. En quelques mois, le conseil municipal adopta une mesure en ce sens. Les chaînes d'infos suivirent l'évolution, citant souvent l'affaire de Malik comme déclencheur. Edward de son côté finança un programme de bourse pour les jeunes sans abri, inscrivant discrètement le nom de Malik sur la plaque inaugurale. Malik assista à la cérémonie, mais resta en retrait mal à l'aise face aux caméras. Il trouvait plus de satisfaction dans les gestes simples, parler dans un refuge sans journalistes, distribuer des provisions les nuits froides, aider des enfants en retard scolaire. Il ne cherchait pas la gloire, il voulait un changement qui dure au-delà d'un gros titre. Un matin d'automne vif, Malik balaya les marches du refuge, s'arrêtant pour regarder un groupe d'enfants jouer au ballon usé dans la rue. Le vent lui apporta leur rire chaud et spontané. Pour la première fois depuis longtemps, il se permit de sourire, non pas parce que tout était réglé, mais parce que quelque chose avait commencé. Si l'histoire de Malik vous a touché, il y en a une autre que vous devez absolument voir. J'ai préparé une autre histoire marquante qui vous attend à l'écran, cliquez dessus et poursuivez cette discussion. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit et cela me montre que ces récits comptent pour vous. Et dans les commentaires, dites-moi quelle partie de l'histoire de Malik vous a le plus marqué. Votre voix fait vivre ces histoires.